Bonjour à tous. Alors, nous continuons avec Georges Gastaud la lecture de Lumière commune. Nous nous arrêtons pour parler d'un autre livre qui nous tient à cœur, que nous trouvons très intéressant. Vous m'avez déjà entendu faire 4 vidéos, je pense, si vous suivez ma chaîne, sur ce livre qui s'appelle Le vol de Piatakov, la collaboration tactique entre Trotsky et les nazis. Et je suis content parce que parmi les gens à qui j'ai parlé de ce livre, Georges est sans doute celui qui l'a lu le plus vite. C'est le premier, et je discuterai volontiers avec tous les amis, voire même des contradicteurs qui auront lu ce livre. Hein. Ça fait partie de la déontologie de l'éditeur que d'être responsable de ce qu'on publie. Et effectivement, bon, là, je ne cache pas que Georges a un avis plutôt positif, mais je suis prêt à discuter avec des gens, évidemment, qui me feront des critiques à partir du moment où elles sont fondées, hein, sont factuellement motivées. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la plupart du temps, nous avons des discussions d'ordre philosophique avec Georges Gastaud autour de son livre Lumière commune. Mais là, c'est aussi très intéressant d'avoir le point de vue du philosophe, j'allais même dire du professeur de philosophie, dont la démarche est aussi de noter, de corriger, de justifier la pertinence d'un raisonnement ou d'une démonstration. Et ce livre est effectivement un livre d'histoire, mais aussi un livre qui essaie de résoudre une enquête, résoudre une énigme. Donc de ce point de vue-là, il requiert aussi le philosophe, peut-être même en termes d'épistémologie. Donc, beaucoup parlé de ce livre. Donc, bonjour à toi, Georges, et je te laisse parler de ta lecture. Bonjour Emeric, bonjour à tous. Si vous entendez le chat miauler derrière moi, bon voilà, c'est que ce sont les miracles du direct. Alors oui, je voudrais commencer peut-être avant tout simplement de parler du livre par dire où j'en étais un petit peu moi-même avec Trotsky avant de lire ce livre. Bon, je n'ai jamais été un anti-trotskiste primaire, même si je pense que fondamentalement les thèses politiques majeures de Trotsky étaient erronées. Mais bon, je n'étais pas un anti-trotskiste primaire parce qu'on ne peut pas dénier à Trotsky, notamment son intervention majeure dans la Révolution de 1905, son engagement aux côtés de Lénine pendant la Révolution d'octobre, son rôle à la tête de l'Armée rouge pendant la guerre civile, ou des choses comme ça. Hein. Ça serait du négationnisme historique. On ne peut pas non plus lui dénier une dimension intellectuelle certaine. Et bon, même dans mon livre de 1997, Mondialisation capitaliste et projet communiste, je faisais référence au concept trotskiste de thermidor, avec un petit t, donc, pour expliquer comment il peut y avoir parfois des coups d'État réactionnaires sur la base d'une révolution, sur la base des modes de production engendrés par une révolution. J'ajoutais pour autant que l'application du concept de thermidor, si intéressant ce concept soit-il philosophiquement en lui-même, son application donc à Staline me paraissait totalement improbable et porteuse de graves distorsions de la réalité. Voilà. Bon. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que je ne suis pas parti dans la lecture de ce livre avec l'idée d'une joie mauvaise, en quelque sorte. Voilà, on va démolir Trotsky et je serai très heureux que cela se fasse. Je me permets quand même de montrer le livre à l'écran. Hein. Alors on y voit donc le visage de Trotsky, peut-être parcouru de façon un peu provocante par la swastika, et dessous le sous-titre le vol de Piatakov, la collaboration tactique entre Trotsky et les nazis. Hein. Voilà, donc c'est un gros bouquin de combien? Je ne sais pas, 850 pages? Ouais, à peu près. 860 pages, quelque chose dans ce style. Alors, on pourrait dire de ce livre, sur le plan de la forme, qu'il est un peu trop volumineux. C'est vrai qu'il est quand même long à lire, bien sûr. Mais c'est lié au fait que les auteurs italiens, hein, donc Daniele Burgio, Massimo Leoni et Roberto Sidoli, ont voulu blinder en quelque sorte leur démonstration. Et bon, une démonstration, ben, ça prend le temps que ça prend. Quand on veut démontrer, je ne sais pas moi, le théorème de Fermat, ben, il faut des centaines de pages, et si on en saute une seule, il n'y a plus de démonstration. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un de démontrer à fond ce qu'il a à démontrer, si effectivement il y arrive. Hein. Toute la question est de savoir ensuite si la démonstration est juste.
et lui reprocher d'être trop long. Il faut ce qu'il faut, en quelque sorte. Parfois même, bon, la méthode va jusqu'à ce qu'on pourrait appeler le doute hyperbolique, comme chez Descartes. C'est-à-dire non pas seulement le doute méthodique, mais le doute hyperbolique qui en rajoute encore. Hein, lorsque Descartes, par exemple, imagine qu'il y a un malin génie qui vient nous perturber dans chacun de nos raisonnements et qu'il se demande comment pouvoir contrevenir et contrarier ce malin génie. C'est ce qu'on appelle le doute déraisonnable, et les auteurs veulent exclure non seulement les doutes raisonnables, mais les doutes déraisonnables à propos donc de la collusion entre Trotsky et les nazis dans le cadre d'une tactique qui était élaborée par les trotskistes à l'époque et par leur chef surtout, principalement par leur chef, parce que apparemment beaucoup de ces subordonnés n'en avaient pas connaissance, ou en tout cas n'en avaient qu'une connaissance très approchée, qui les a fait frémir pour certains d'entre eux quand ils ont vu jusqu'où Trotsky était prêt à aller. Et donc voilà, alors en gros, si je résume hein, ce que j'ai retenu, parce que je n'ai pas retenu la totalité évidemment de toutes ces démonstrations, c'est très factuel, il y a des tas de documents, de lettres, etc., qui sont épluchés. Et si je résume, donc, principalement, on part quand même de ce qui est avéré, de documents totalement avérés, classiques, hein, classifiés, etc. On part des archives soviétiques aussi quand c'est nécessaire, puisqu'elles ont été déclassifiées après la chute de l'Union soviétique. Et on part surtout, principalement, finalement, des propos de Trotsky, des lettres de Trotsky, des échanges avérés qu'il a eus ici et là, et ou même du contre-procès qui a été organisé par Trotsky lui-même avec le philosophe américain Dewey, à la commission Dewey, et on voit ici les contradictions flagrantes qui apparaissent ici et là, y compris à travers la fabrication d'alibis qui, pour finir, ne couvrent Trotsky qu'en première analyse et ne font finalement que l'accuser. On peut le regretter, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et donc, moi, j'invite quand même chacun à lire la chose avec détachement, désintéressement, en voyant effectivement un petit peu qui a tort et qui a raison, quoi, sans préjuger, en s'engageant dans le livre. Bon, je crois aussi que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est donc ce qu'il montre. Alors, pourquoi le vol de Piatakov? Il ne s'agit pas de vol au sens d'un voleur, mais au sens d'un appareil qui vole. Hein. C'est la mise en évidence du fait que Piatakov, qui était vice-ministre de l'industrie soviétique, s'est rendu auprès de Trotsky par avion à partir de Berlin, alors que Piatakov était dans le cadre d'une mission officielle donc à Berlin, dans l'Allemagne, qui était déjà l'Allemagne nazie, pour des contacts d'État à État qui n'ont jamais cessé entre l'Union soviétique et l'Allemagne, hein, ni avant ni après. De toute façon, les rapports entre États ne sont pas soumis nécessairement aux aléas politiques. Il y a des histoires de fournisseurs aussi, Des d'échanges industriels, hein, c'est ça. Voilà, oui, ce sont des échanges industriels. Mais les relations diplomatiques étaient vraiment pas du tout au beau fixe à Mais l'époque. les relations diplomatiques étaient exécrables. Exécrable. Bon, enfin, peu importe. Donc, Platakov se rend en Allemagne et secrètement, il échappe un peu à la surveillance de tout le monde, hein, donc, notamment des autres membres, des membres de l'ambassade soviétique. Et très vite, il se rend à Oslo, enfin, à proximité d'Oslo, où résidait alors Trotsky, pour une entrevue qu'on peut deviner orageuse avec Piatakov. Et donc le livre va montrer qu'en réalité, il y a à ce moment-là des dissensions dans l'aile trotskiste dont fait partie Piatakov clandestinement en Union soviétique, Piatakov étant un agent double, enfin quelqu'un qui est à la fois dans l'appareil de l'URSS de Staline et donc un des animateurs du trotskisme souterrain en Union soviétique, après avoir été trotskiste officiellement dans les années 25-26, après s'être rallié officiellement à Staline, puis être revenu au trotskisme un petit peu plus tard. Clandestinement. Bon, Clandestinement. pardon. Être revenu clandestinement au trotskisme. Être revenu clandestinement au trotskisme, alors qu'il était déjà interdit, criminalisé, etc., en Union soviétique, et que Trotsky avait déjà été exilé et privé de sa nationalité soviétique. Bon, donc, pourquoi est-ce que cette question du vol de Piatakov est décisive?
C'est tout simplement parce que Trotsky le dit lui-même devant la commission de Dewey, s'il était avéré que ce vol a eu lieu, ma défense deviendrait impossible. Et donc, ce qui a été déclaré au procès de Moscou en 1937, lors du procès de Piatakov, de Radek et de quelques autres, serait avéré du même coup, puisque ça voulait dire que Piatakov s'est rendu avec un avion de Berlin à Oslo, ce qui était matériellement impossible sans l'aide du régime nazi. Oui, ne serait-ce qu'en termes de visa. Ne serait-ce qu'en termes de visa, effectivement. Donc, à partir de là, effectivement, nous sommes dans la démonstration d'un fait très important que les trotskistes, plus ou moins, ont toujours dénié. Donc, il n'y a pas eu de vol de Piatakov, et Trotsky l'a maintes fois dit et rappelé. Et il va être démontré dans ce livre de façon magistrale, quand même, en prenant point par point tout ce qui pouvait faire les arguments des uns et des autres, que le vol a eu lieu, que le vol a eu lieu et bien lieu. Après, il sera question de savoir pourquoi il a eu lieu, quel a été le contenu des conversations et pourquoi c'était si important, effectivement, pour Trotsky et Piatakov de se voir. Ça, c'est une autre question. Après, on peut quand même plus discuter sur l'interprétation politique de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, même si moi, je trouve aussi que c'est assez démonstratif. C'est-à-dire que les auteurs montrent bien qu'en réalité, les motivations de Piatakov étaient tout à fait politiques, tout à fait, qu'il s'agissait bel et bien de la part des dirigeants de l'aile trotskiste soviétique de la 4e internationale de mettre en question cette tactique de plus en plus olé olé, pour ne pas dire franchement scandaleuse, de rapprochement avec les nazis pour démolir Staline, pour démolir le régime de Staline. Faire flèche de tout bois, ça s'appelle quand même comme ça, d'une façon ou d'une autre, dans cette affaire. Il me semble que c'est démonstratif aussi. Mais de toute façon, même si ce n'était pas démonstratif, ce qui est le plus important, c'est quand même le vol de Piatakov lui-même. Et le fait que ce vol ait eu lieu et qui, par conséquent, montre que l'entreprise, disons, des trotskistes était malheureusement bien engagée de ce côté-là. Le paradoxe, c'est vrai que si le vol a eu lieu, c'est parce que justement il y avait dissension, qu'il fallait bien les résoudre. Voilà. Et ils ont pris des risques énormes, même Oui. selon toutes les normes d'une conspiration. Oui. Les risques sont épouvantables parce qu'il fallait revenir carrément dans la journée, vu les contrôles qu'il y avait à l'ambassade soviétique. Oui. Piatakov ne pouvait pas se permettre de découcher hors de Berlin. Donc, c'est pas ce qu'il a fait. Il l'a fait dans la journée pour une Oui. entrevue de 2 heures, mais cette entrevue était absolument nécessaire parce qu'il fallait résoudre le fait que Trotsky les avait mis devant le fait accompli, c'est-à-dire de l'alliance avec les nazis. Et ce qui est terrible, mais en même temps, pour ne pas défendre Piatakov, il faut reconnaître qu'il n'a pas eu le courage de dénoncer ça. Il n'en était sans doute pas d'accord, puisque ce que dit Radek au procès, je crois que c'est bien Radek, il dit bien, il nous a mis devant le fait accompli, alors qu'on lui avait dit, attendez avant de prendre votre décision. Ils étaient plus ou moins au courant qu'il y aurait des choses comme ça, que de toute façon, si on ne revient pas au pouvoir de manière si simple, qu'il faut souvent s'appuyer sur des États étrangers, mais ça ne passait pas, quoi. Donc, voilà, c'est ça. c'est vrai que d'une certaine manière, ça renforce aussi la crédibilité de leur thèse, qui n'est pas simplement le retour à la thèse des procès, mais une troisième thèse, qui n'est pas bien sûr la version de Trotsky, Voilà. mais qui est une troisième thèse. C'est ça, parce qu'il y a 3 thèses, effectivement. La thèse de Trotsky qui dit que le vol n'a pas eu lieu, et donc du coup qu'il n'y a jamais eu de rapprochement avec les nazis, fût-il tactique. Je reviendrai ensuite sur la différence entre alliance tactique et alliance stratégique. La thèse de Wyszynski, donc le procureur soviétique, qui était de dire que les trotskistes, et Trotsky le premier, n'étaient que des agents, étaient devenus des agents purs et simples du nazisme, ce que le livre montre comme n'étant pas crédible, en fin de compte. Et la thèse que défend le livre, c'est-à-dire qu'en réalité, les trotskistes étant désespérés quelque part par, premièrement, leur isolement à l'échelle internationale et à l'échelle soviétique, deuxièmement, par une fausse analyse de Trotsky, qui prédisait que de toute façon, le régime de Staline était tellement nul que de toute façon, il allait prendre une raclée mémorable face aux nazis. Trotsky avait compris qu'il allait y avoir une guerre avec les nazis, qu'elle était inéluctable, et que dans ces conditions, il fallait soit avant la guerre, soit après la guerre, de préférence avant, mais bon, il ne croyait pas trop, si possible après, parce que le régime stalinien aurait été déstabilisé par la guerre. Donc, ce qu'ils appelaient une révolution politique anti-bureaucratique.
les trotskistes prenant le pouvoir à Nurs, et bon, ayant besoin à ce moment-là d'un second Brest-Litovsk. Brest-Litovsk, c'est le moment où Lénine, dans les années 19, 18, je crois, donc effectivement fait la paix avec l'impérialisme allemand, disons dirigé par le général Ludendorff, hein, à l'époque, obtient une trêve en réalité parce que l'armée russe est en train de se désagréger face à l'Allemagne, que les paysans de l'armée russe rentrent chez eux pour se partager les terres, qu'il n'est plus possible de défendre le front. Donc on fait une trêve à l'époque avec l'impérialisme allemand, on lui cède pas mal de territoires pour sauver la révolution, avec l'idée évidemment de reconquérir ensuite ces territoires lorsque la situation le permettrait. Ce qui s'est produit d'ailleurs, hein, pour finir. Alors donc, l'idée serait plutôt celle-là, celle d'un second Brest-Litovsk à l'initiative des trotskistes, cette fois-ci. Donc, se ménager un espace, en gros, avec certains secteurs au moins du régime nazi. On pense, dans le livre, il est question de Rudolf Hess, personnage assez étrange, hein, du Troisième Reich, dont on connaît ensuite l'escapade un peu incroyable en Écosse, hein, lorsqu'il s'est fait parachuter sur l'Écosse à la veille de l'attaque contre l'Union soviétique, pour tenter de négocier une alliance avec, enfin une trêve tout au moins avec l'Angleterre, et que l'Allemagne n'ait à attaquer l'URSS que sur un front, quoi, en quelque sorte. Bon, enfin bref, tout ça est très compliqué, donne quelque part le vertige par rapport à toutes ces questions géopolitiques de l'époque. Quoi qu'il en soit, donc c'était plutôt ça, c'était plutôt que Trotsky se disait, voilà, à ce moment-là, je prendrai le pouvoir, mais il faut que je puisse le garder. Et pour pouvoir le garder, eh bien, il faut une trêve avec l'impérialisme allemand. Il y a un autre argument qui corrobore tout ça, c'est l'idée que de toute façon l'URSS est un pays qu'on peut vaincre militairement, mais qu'on ne peut pas occuper, Voilà. tout simplement. Voilà. Et donc de toute façon, il y aura toujours une partie du territoire. Trotsky prévoit un affrontement impérialiste entre l'Allemagne nazie et les États-Unis. Et de toute façon, il sait qu'en cas de défaite de l'URSS, de toute façon, c'est ça son erreur de raisonnement, c'est qu'il est persuadé de toute façon que l'URSS de Staline ne tiendra pas. Et même, il parie là-dessus, ce qui est lamentable d'un point de vue strictement moral et par rapport à ses partisans. Mais ce qu'il a en tête, c'est l'idée de survivre politiquement sur une partie du territoire de l'URSS. Voilà, c'est ça, et d'avoir le temps de reconstituer ses forces et de refaire en gros la guerre civile de 1919, de la gagner, et cette fois-ci de ne pas laisser le pouvoir à l'affreuse bureaucratie stalinienne, mais bon, de mener la révolution mondiale, en quelque sorte. En fait, il y a même le parallèle avec le wagon plombé, enfin, c'est-à-dire l'idée qu'on va se servir de l'Allemagne pour rentrer en Russie, parce qu'entre Guillaume II et le tsar, peu importe, mais sauf que là, il l'a dit entre Hitler et Staline, il a dit peu importe, et c'était pas peu importe, parce que ça ne pouvait pas dire la même chose. Justement, il y a quand même un pays... Il y avait une méconnaissance du saut qualitatif que subit l'impérialisme quand on passe de l'Allemagne wilhelminienne à l'Allemagne nazie, au fait que le fascisme, c'est ce qu'a analysé l'internationale communiste en 1935, c'est-à-dire véritablement un saut qualitatif et un ennemi terrible de l'ensemble des peuples, et par ailleurs la capacité de l'Union soviétique à se défendre et à gagner la guerre, ce qui a été le cas. Bon, alors, on a là-dedans, effectivement, un entrelac absolument abominable, parce qu'on a quand même l'impression que bon, l'isolement est une théorie fausse au départ, mais je vais y revenir, de la Révolution va petit à petit, de proche en proche, déclencher toute une série d'errements tactiques et stratégiques. Mais je veux simplement dire d'abord la différence qu'il y a entre une alliance tactique et une alliance stratégique. On a une alliance stratégique lorsqu'on vise le même but. Et il peut y avoir à ce moment-là même des divergences tactiques dans le cadre de cette alliance stratégique ou des façons de faire différentes et ainsi de suite. Bon, le livre ne dit pas du tout que les trotskistes, bon, Trotsky était communiste au départ, il était juif, et bon, il est peu crédible de croire qu'il s'était rallié au nazisme, franchement. Bon, et pas plus qu'en sens inverse, Rudolf Hess ou les gens qui ont pu effectivement se rapprocher de ce raisonnement-là, parce qu'eux-mêmes, ils espéraient un bénéfice politique, hein, ils espéraient là aussi qu'ils puissent attaquer l'Union soviétique, la vaincre, et ensuite avoir au pouvoir, disons, des gens qui les auraient laissés tranquilles pendant quelques temps au moins, parce qu'ils savaient aussi, ils ne sont pas idiots, ils connaissent l'histoire de Napoléon et ainsi de suite, que bon, on peut vaincre l'Union soviétique, enfin on peut vaincre la Russie, disons, mais on ne peut pas l'occuper et la tenir longtemps. Donc chacun ici trouvant un avantage tactique provisoire en espérant rouler l'autre ensuite, hein. Bien sûr, les nazis auraient certainement ensuite essayé de vaincre n'importe quel pouvoir
se réclamant du drapeau rouge en ex-Union soviétique ou en Russie, et inversement, bon, les trotskistes se disaient cela. Ce raisonnement était néanmoins complètement fou parce qu'il revenait, qu'on le veuille ou non, objectivement. C'est là que Wyszynski n'avait pas tort, au fond. Hein, objectivement, pas subjectivement, c'est là qu'il avait peut-être tort. Je pense qu'il avait tort de ce côté-là, le livre le montre bien, mais montrer que ça revenait au même, parce que finalement, bon, c'est ce que dit Wyszynski quelque part dans le procès. Alors, je ne sais plus si c'est à Radek ou à Piatakov qu'il dit cela, hein, mais il dit, mais enfin, comment vous pouvez nous faire gober que le loup pouvait avoir intérêt à faire affaire avec, alors je ne sais plus ce qu'il appelle, la chambrette. Il parle d'une fable de Krylov, comme on parlerait d'une fable de La Fontaine. Je me souviens très bien de ce passage. Oui, et donc il dit, vous qui n'êtes qu'une poussière, quoi, vous les trotskistes d'Union soviétique, comment vous pouvez, vous, avoir voulu, en quelque sorte, manger avec le diable? Il était évident qu'il allait vous manger. Hein. Même avec une longue donc, cuillère. Vous alliez devenir de toute façon des pions dans cette affaire-là, ni plus ni moins. Et, bon, et d'ailleurs, apparemment, c'est ce dont Piatakov et Radek se sont rendus compte, d'une manière ou d'une autre, mais trop tard pour reculer. Trop tard aussi, parce que ce sont les principes de la conspiration. Ce n'est pas simplement, à mon avis, un manque de courage. C'est que si Piatakov était allé se dénoncer, bah, il aurait fallu, le prochain proche, qu'il dénonce tout le monde. Et bon, comment le faire? On ne peut pas faire ça, quoi, quand même. Ça ne se fait pas. Quand bon, un militant de la vieille... Parce que Piatakov était un vieux bolchevique, un type courageux, hein, qui avait donc eu un rôle important avant 1917, pendant 1917, après 1917. On ne peut pas soupçonner son courage personnel, y compris son courage du feu. Même pendant la guerre civile. Dans la guerre civile, il faisait partie des gens qui se mettaient toujours devant, quoi. Enfin, bon. Donc voilà, c'est en fait un engrenage. Et la fin du livre montre bien le côté tragédie grecque, quoi, de tout ça. Montre bien que pour finir, d'ailleurs, Piatakov et Radek, et surtout Piatakov, finissent par bon, comprendre que de toute façon, ils sont complètement grillés, carbonisés, qu'ils avouent, qu'ils n'avouent pas, de toute façon, ça revient un peu au même parce qu'on va tout découvrir. Hein. Et donc, du coup, aussi, que Trotsky aussi, à l'étranger, évidemment, les laisse totalement tomber, hein, puisque Trotsky nie le vol de Piatakov, traite Piatakov et Radek de renégats, quoi, enfin, etc. Donc, ils n'ont rien à faire. Il leur renvoie au rôle de renégat qu'ils avaient assumé à la fin des années 20, en disant que de toute façon, ils n'avaient aucun lien avec eux, alors que c'est faux, puisqu'on a retrouvé justement des lettres. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est assez tragique pour Piatakov et Radek, qui, eux, évidemment, sont dans le broyeur, littéralement, et qui vont donc perdre à la fois la vie et l'honneur. Voilà. Donc, qui essayent peut-être de se rattraper comme ils le peuvent, bon, non pas du point de vue de... Ils ne demandent même pas les circonstances atténuantes, mais ils demandent simplement au procureur, qui d'ailleurs ne le leur accordera pas, de reconnaître qu'ils ne sont pas pour autant devenus des nazis et qu'ils sont restés, bon, en gros, des communistes égarés, si l'on peut dire, quelque part. Hein. Ce qui est encore plus grave. Et ils le reconnaissent, quelque part. C'est peut-être encore plus grave. Oui. C'est un changement de nature, oui, c'est ça. Moi, en tant que philosophe, j'ai matière ici à réfléchir sur la signification de la notion de damnation. Ce sont des damnés, littéralement, quoi. C'est-à-dire non seulement des gens qui ont commis des péchés mortels, mais qui savent qu'il n'y a pas de pardon possible. Voilà. Ni avant, ni après, puisqu'ils ne croient pas à l'au-delà. Hein, et donc, bon, mais enfin, au moins, du moins, essaient-ils de se mettre en règle avec leur conscience un peu au dernier moment. Alors, on pourrait se dire, oui, mais c'est parce qu'on les a torturés, hein, qu'ils ont dit tout cela. Non, en réalité, on voit bien que c'est aussi démontré de façon très précise. Les éléments sont là, les éléments à charge sont là, sont accablants, etc. Et donc, il n'y a pas d'effet Dimitrov. Il n'y a pas d'effet Dimitrov, puisque, bon, Dimitrov, c'était... Ça faudrait expliquer pourquoi ils parlent de ça. Oui. Et c'est ça, Dimitrov, c'est donc ce communiste bulgare qui était en Allemagne en 1933 et que les hitlériens ont tenté de faire passer pour l'instigateur de l'incendie du Reichstag. Il y a eu un procès Dimitrov, donc que les hitlériens voulaient mettre en scène de façon à pouvoir ensuite interdire tous les partis, à l'exception du leur. Et donc Dimitrov, qui par la suite est devenu secrétaire général de l'Internationale communiste, a montré l'exemple de ce que c'est qu'un communiste face à un procès de ce genre. Il s'est transformé en accusateur et c'est au contraire Göring qui a perdu la face publiquement
au point que d'ailleurs Dimitrov a fini par être libéré, y compris par les nazis qui ne savaient pas trop, qui ne savaient plus comment le garder en prison. Il n'y a pas eu d'effet Il avait Dimitrov. ridiculisé l'accusation, au Oui, péril mais de la sa vie, grande, évidemment, mais c'est voilà. ça, au péril de sa vie. Mais il savait, lui, qu'il n'avait pas incendié le Reichstag, tandis que Piatakov et Radek, eux, savaient que le vol de Piatakov avait eu lieu. Donc c'est complètement différent. Et ils savaient que Wyszynski le savait. Voilà. Hein, ils savaient que, En bon, fait, sans doute, parce que Staline a piloté ça, après, c'est différent de tout le processus qui a lieu, qu'on appelle les grandes purges, où là, évidemment, on ne va pas garantir tout ce qu'il y a eu, mais c'est très différent, ces premiers procès et le processus qu'on appelait de grandes purges. Ça aussi, le livre fait bien le départ entre l'un et l'autre. Mais en tout cas, il est certain que justement, ces trois procès qui ont eu lieu de manière publique, hein, il n'y avait rien à huis clos, devant la presse étrangère, devant des observateurs étrangers, des diplomates, il est évident que si les autorités soviétiques le savaient très bien que de toute façon, ils avaient les cartes en main. Et précisément, justement, ils ont pris le risque de les faire témoigner, sachant très bien qu'il pouvait y avoir l'affaire Dimitrov en cas inverse, mais ils savaient très bien que ça ne déraperait les pas. éléments étaient là et qu'ils ne pouvaient plus les nier. Quoi. Voilà, que ça ne pouvait pas déraper, y compris lorsque, bon, tout de même, en gros, Piatakov et Radek parlent les derniers, comme il se doit dans un procès, hein, font une longue déclaration. Et donc, il n'y a aucun effet Dimitrov là-dedans. Au contraire, il y a un grand moment humain, un grand moment terrible d'ailleurs. Bon, vraiment, quand on lit ça, on a le frisson dans le dos, quoi, de voir ce que c'est que la condition humaine, y compris dans ses pires moments, quoi. Lorsqu'on est vraiment conduit à reconnaître publiquement qu'on a raté sa vie, quoi. Qu'on a fait beaucoup de belles choses dans la vie, mais tout est mal qui finit mal, et on est aux prises avec ce que j'appellerais une espèce de péché mortel, quoi, et impardonnable. Et c'est vrai que, contrairement à ce qu'on croit, ils n'acceptent pas la vision de Wyszynski qui est de dire vous êtes des crapules, des suppôts des fascistes. C'est Voilà, c'est pas ça. si simple que ça. De même que quand on lit le troisième procès, celui de Boukharine, d'une haute tenue, hein, parce qu'il répond même sur le plan philosophique à Wyszynski, en citant Spinoza, en citant Hegel, il nie fermement être un agent de l'étranger, il nie avoir tenté d'assassiner Lénine, mais il reconnaît avoir tenté de prendre le Staline, pouvoir. Non, Boukharine. mais Dans le troisième procès. Dans le troisième procès. Par contre, effectivement, non, il mais ce que tu as reconnaît. dit, d'avoir Ouais. voulu assassiner Lénine. Alors, Ah oui, oui, non, il nie avoir voulu assassiner Lénine, mais il reconnaît avoir voulu assassiner Staline. Oui, ça ah c'est. oui, bon, Ouais, d'accord. voilà. Donc, mais il y a une vraie tension parce que et en fait, donc c'est bien pour ça que version 1 stalinienne, version 2 Trotsky, il y a quand même une version 3 qui est de dire il y avait bien anguille sous roche, il y avait bien des faits qui permettaient de le condamner, ce qui fait que même la direction stalinienne n'a trouvé aucun problème à les faire témoigner en direct, avec possibilité de scandale, de réfutation, malgré, bon, je nie pas les pressions possibles, hein, toute police politique, dans n'importe quel régime, de toute façon, les pressions de la police, elles existent, hein, donc il faut pouvoir en tenir compte. Malgré ça, ils avaient, au moins pour ces procès publics, ces grands procès publics des procès de Moscou, ils avaient tous les éléments pour de toute façon se permettre de les faire témoigner en plein jour, en fait, et devant l'opinion internationale, en prenant l'opinion internationale à Oui, témoin. oui, Staline n'a pas pris de risque, hein. Il a joué en sachant qu'il avait tous les atouts. Voilà. Donc, il faut reconnaître les choses quand elles sont aussi claires que ça. Et à mon avis, donc, en venir au fond de l'affaire. Alors là, je parle plus en mon nom. Et, je signale d'ailleurs ici que je parle en mon nom personnel. Et puis moi, je n'engage pas le pôle de Renaissance communiste. On n'en a pas parlé, on n'en a pas discuté. Ceux des peuples Il faut quand même RCF, dire d'une chose, c'est oui. que je crois que dans les statuts du pôle de Renaissance communiste en France, il fait voter qu'il n'y avait pas de point de vue particulier sur Staline, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est un parti marxiste-léniniste, enfin c'est une organisation marxiste-léniniste. Mais il n'y a pas un point de vue particulier sur Staline, c'est liberté à la recherche, hein, que ce soit clair. Hein. Ça a toujours été Oui, la ligne que tu nous avais défendue combattons. d'ailleurs personnellement. Mais... Autant, il n'y a pas de point particulier dans les statuts, mais on avait pris une motion il y a quelques années, effectivement, qui disait que bon, on combat l'anti-stalinisme ou la stalinophobie, en quelque sorte. C'est-à-dire le fait que bon, Staline a toujours tort, Staline est un diable à l'égard de Hitler, et ainsi de suite. Bon, c'est scandaleux, c'est odieux de dire des choses pareilles. C'est dangereux en plus, parce que ça crée un terrain terrible pour l'anticommunisme et que ça réhabilite Hitler. Hein, si Staline égale Hitler, bon, à ce moment-là, bon, c'est cocagne, comme on dit dans le Midi, pour les hitlériens. Hein. Bon, passons là-dessus. Moi, je pense qu'effectivement, et je vais le montrer, mais pour des raisons politiques, c'est pas parce que j'ai un culte particulier pour Staline, hein, que bon, il a eu raison politiquement face à Trotsky en 1925, c'est quand même un point décisif.
et que, donc, de ce point de vue-là, eh bien, cette opposition a un intérêt encore pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Parce que quel est le fond des choses dans cette affaire? Le fond des choses, c'est que du côté de Staline, en gros, eh bien, il y a reprise de l'idée qui est déjà chez Lénine, non seulement en filigrane, mais même explicitement, qu'il est possible d'engager la construction du socialisme dans un seul pays si la révolution n'embrasse pas toute l'Europe et le monde entier. Bon, tant mieux si elle avait embrasé le monde entier, mais ça n'a pas été le cas. Que, par conséquent, eh bien, c'est possible à condition évidemment de renforcer tout simplement l'Alliance ouvrier-paysan, qui est le cœur bon, c'est le fusil et le marteau, quoi, qui est le cœur de la construction soviétique. Et que cette construction, cette alliance ouvrière et paysanne peut effectivement donc tenir et même grandir, faire grandir le pays, etc., l'industrialiser, aller vers les fondements du socialisme. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est évidemment que du coup, à l'échelle soviétique comme à l'échelle mondiale, il va y avoir du côté de cette aile léniniste, en réalité, qu'on va appeler stalinienne, mais léniniste au départ, hein, puisqu'on trouve tous les éléments déjà chez Lénine, que du coup, il va y avoir aussi une fusion, ou tout au moins un rapprochement très fort entre les thèses léninistes sur la révolution prolétarienne, la dictature du prolétariat, le centralisme démocratique, le parti d'avant-garde, bon, le bloc léniniste de base, si on peut dire, et d'autre part, la notion que face à l'impérialisme, alors vous voyez, c'est le principe de l'internationale communiste, hein, c'est pas seulement prolétaires de tous les pays, unissez-vous, ce qui était la chute du manifeste du Parti communiste de Marx Engels, c'est la devise de l'internationale communiste, peuple, prolétaires de tous les pays et peuples en lutte. opprimés du monde, unissez-vous, et peuples opprimés du monde. Et donc là, c'est la racine de l'anti-impérialisme. C'est pas seulement l'alliance ouvrier-paysan, c'est l'alliance entre le prolétariat, les pays socialistes s'il y en a, donc l'URSS à l'époque parce qu'elle était toute seule, mais aussi donc toutes les luttes d'émancipation nationale. C'est-à-dire des choses que les trotskistes, globalement, avec leur théorie de la révolution permanente, vont rater, quelque part. En sous-estimant quoi? Ben pourquoi Trotsky sous-estime-t-il à ce point l'Union soviétique et croit-il qu'elle va être balayée comme un fétu de paille par les nazis? Eh bien, parce que, alors d'abord, il se trompe sur la signification de classe du pouvoir soviétique de l'époque, qu'il considère comme un pouvoir complètement corrompu, coupé totalement des larges masses populaires, ce qui était faux, parce que si ça avait été le cas, Staline n'aurait pas pu mobiliser tout le peuple soviétique pour gagner la guerre, soyons sérieux. Hein. D'autre part, parce que justement, il sous-estimait l'Alliance ouvrière et paysanne, et troisièmement, parce qu'il sous-estimait l'élément du patriotisme populaire, lié, évidemment, bien sûr, à la révolution prolétarienne dans l'Union soviétique. Les deux aspects, c'est-à-dire défense de la patrie et défense de la patrie socialiste, étaient intimement liés. Voilà, et au final, ça donne quoi? Ça donne le drapeau rouge avec la faucille et le marteau monté sur le Reichstag. Hein. D'ailleurs, les auteurs italiens, pour finir, disent, peut-être avec une espèce d'humour tragique, qu'ils regrettent en fait l'assassinat de Trotsky. L'assassinat de Trotsky par Ramon Mercader, hein, en 1940, si je me souviens bien. Voilà. Et pourquoi? Parce que, bon, bien que Trotsky et ses séides aient eu l'idée de faire assassiner Staline. Hein. Bon, donc, on l'a dit tout à l'heure, et que Boukharine, lui aussi, était proche de cette idée-là. Il le regrette surtout parce que la punition de Trotsky pour toutes ces combinations avec Rudolf Hess ou les gens de ce genre, n'a pas vu le drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau Oui, ils disent flotter que sur le la meilleure Reichstag. punition qu'ils auraient voulu lui infliger, c'était de voir le Voilà, drapeau rouge sur Berlin. Ouais. voilà, Avec ça aurait été sans doute insupportable. Et donc, c'était la preuve manifeste que toute la construction théorico-politique trotskiste n'était qu'un château de cartes dangereux. Un château de cartes dangereux, en quelque sorte. Alors bon, pour finir, en gros, moi je dirais tout de même que si on regarde bien le trotskisme et le léninisme, déjà, on s'aperçoit qu'il y a, si on reprend les choses sur le fond, qu'il y a déjà, avant la Révolution d'octobre et même à la fin du XIXe siècle, une divergence croissante entre Trotsky et Lénine, Lénine qui sera à l'origine du bolchevisme, et Trotsky qui va beaucoup naviguer
entre le bolchevisme et le menchevisme, mais toujours tombé pour finir du côté du menchevisme avant 1917, hein, puisque bon, il voulait même à certains moments à tout prix réunir tous les groupes, etc. Enfin bref, donc il était dans une position qu'on appelait centriste à l'époque. Et donc, Interrayon, il disait, non, c'est ça? interrayon, voilà, Mejda, Rayonsi, un truc comme ça en russe. Et donc, notre bon Trotsky, effectivement, à l'époque, développait l'idée de ce que par la suite on a appelé la révolution permanente, idée qui, en soi, hein, n'est pas anti-marxiste. Hein, le concept lui-même, ça dépend à quoi on l'applique et Oui. comment on l'applique. C'est comme toujours, un concept ne dit pas, ne comporte pas le mode d'emploi pour l'appliquer à telle ou telle situation. Bon, et bien, donc, c'était l'idée qu'en Russie, la thèse de Lénine, à savoir la dictature démocratique révolutionnaire du prolétariat, de la paysannerie, mettant en place la révolution démocratique bourgeoise et ensuite se transformant en révolution socialiste, était erroné, qu'il fallait d'emblée, en gros, que la classe ouvrière, donc il y avait de la méfiance à l'égard de la paysannerie, prenne le pouvoir aussi seul que, enfin, de façon aussi pure et dure, si l'on peut dire que possible, et qu'ensuite, effectivement, eh bien, il fallait d'emblée viser le socialisme, qu'il fallait donc aussi à l'échelle internationale, en gros, une révolution prolétarienne mondiale, ou en tout cas européenne, sans quoi en Russie ça ne pouvait pas tenir, hein. Que par conséquent, du même coup, eh bien, toutes les questions nationales passaient au second plan. C'est une espèce d'internationalisme abstrait de révolution mondiale, sinon rien, quoi, en gros. Sinon, en tout cas, que bon, des régimes transitoires qui ne peuvent que se défendre, mais qui ne peuvent pas sérieusement s'industrialiser et jeter les bases du communisme. Bon, voilà, tout ça conduit à quoi? Conduit sans cesse à minimiser l'alliance ouvrière et paysanne, brûler les étapes, alors que ce n'est pas possible, on ne brûle pas les étapes s'imposent à condition de ne pas les figer, hein, que chaque étape ne soit pas vue comme un but en soi, mais qu'on ne perde pas de vue l'étape suivante, en gros. Et la course finale et le but final, qui est évidemment le communisme. Bon, alors effectivement, quand on n'a pas de clarté sur ces questions et qu'au contraire, bon, on s'imagine que, au fond, bon, les questions de la libération nationale sont très subordonnées, pour ne pas dire superfétatoires, quand on ne voit pas donc le rapport majeur qu'il y a entre l'émancipation sociale, c'est-à-dire la lutte pour le socialisme, et l'émancipation nationale, c'est-à-dire la lutte anti-impérialiste, d'une part, on est totalement désarmé par rapport à tout ce qui va se passer au XXe siècle, c'est-à-dire toutes les grandes révolutions du XXe siècle qui, après la révolution d'octobre, Chine, Cuba, Vietnam, Yougoslavie, hein, par exemple, vont combiner étroitement le facteur social prolétarien anticapitaliste et le facteur national anti-impérialiste. Hein. Bon, et bien du coup, on va manquer ça, et en manquant ça, et on va manquer aussi l'antifascisme. On va manquer en gros l'antifascisme. Alors ce que montre le livre, c'est que Trotsky, pourtant, qui ne s'était pas planté au départ face à la montée du nazisme, et qui prenait plutôt, semble-t-il, un front des socialistes et des communistes allemands contre les nazis, ensuite va faire totalement machine arrière par rapport à tout ça. C'est presque malheureux parce qu'il a eu raison par rapport aux thèses du social-fascisme qui prédominaient dans les années 30, au début des années 30, dans l'internationale communiste et peut-être dans le KPD, le parti allemand. Mais bon, à contre-temps, en quelque sorte, il va se déjuger. Et donc, par exemple, désavouer le Front populaire en France, alors que ça a été le seul endroit où, grâce à une alliance qui était à la fois antifasciste et patriotique, hein, drapeau rouge, drapeau tricolore uni, à l'initiative de Maurice Thorez et de Jacques Duclos, tout ça applaudi par Dimitrov et l'Internationale communiste au 7e congrès de 1935, eh bien, a stoppé le fascisme en France. Voilà, donc, et c'est bien aussi l'utilisation par Staline des ressorts non seulement comment dire, de la résistance socialiste au capitalisme, mais du patriotisme russe par rapport à l'invasion allemande, hein, la grande guerre patriotique, comme on dit encore en Russie aujourd'hui, que a pu être possible cet exploit historique qui est que l'Union soviétique a réussi à vaincre l'invincible armada nazie qui n'avait fait qu'une bouchée de la France, qui avait eu succès sur succès partout en Europe, effectivement.
et l'a fait toute seule, qui plus est, parce que bon, même s'il y a eu quelques armes envoyées par les Américains, c'est quand même les Soviétiques qui ont gagné à Stalingrad, à Koursk et à Berlin, principalement. Oui, ce qui est fascinant, c'est qu'on montre bien, sans tomber dans l'idéalisme, mais ce sont quand même des erreurs théoriques au départ qui amènent, enfin, par tout un processus presque mécanique d'enclenchement à des impasses, en fait, littéralement, comme tu dis. Oui. Les individus, après, sont littéralement broyés par ce Mais voilà, c'est ça. processus. Engels dit quelque part dans la dialectique de la nature, hein, on y revient toujours au problème logique de fond, Oui. que bon, c'est un vieil adage de la conscience populaire, un vieil adage dialectique, que de dire que les extrêmes se touchent, hein, quelque part, et que donc bon, une espèce d'internationalisme abstrait, donc se soustrayant à toute dialectique de l'émancipation sociale et de l'émancipation nationale, finit par aboutir au pire qui soit, c'est-à-dire à une alliance fut-elle tactique, mais une alliance tactique qui était destinée en fait à malheureusement broyer tous les trotskistes qui entreraient dedans et à les transformer bel et bien, qu'ils le veuillent ou non, en agents peut-être objectifs, hein, et volontaires, hein, de la puissance nazie. Bah voilà, qu'est-ce qu'il y a de pire quoi, que de partir d'un internationalisme universaliste abstrait et totalement détaché des nations pour aboutir finalement à ce pacte avec le diable. Alors on va me dire, l'objection est facile, on va me dire oui mais Staline, lui, il a bien fait le pacte germano-soviétique, donc il a bien aussi traité avec les nazis. Mais ça, c'est une alliance officielle au nom d'un État. Donc, Ben oui, voilà, c'est ce que je réponds. Ce n'est pas une alliance clandestine dans le dos d'un État et contre cet État. Et Staline, à n'importe quel État, à un moment, est obligé de faire des concessions. Si tu es encerclé, tu oui, fais des bon, concessions. voilà, et puis bon, Staline savait exactement, comme Trotsky sans doute, que cette alliance ne pouvait être que provisoire, que c'était une façon de gagner du temps. C'était surtout, il faut bien le voir, hein, parce qu'on n'insiste jamais assez sur cet aspect quand on parle du pacte germano-soviétique, une manière, premièrement, de ne pas avoir contre lui tous les Occidentaux à la fois, hein, ce qui tout de même se dessinait Les avec. 14 nations dont se vantait Churchill, Voilà, les 14 nations qui ont envahi le sol exactement. soviétique. Et puis surtout, ne pas être attaqué sur deux fronts avec le Japon de l'autre côté, puisque les nazis avaient signé le pacte anticomintern avec les Japonais, Mhm. et que bon, les Soviétiques pouvaient se dire qu'ils risquaient d'être attaqués à la fois par le bloc des impérialistes occidentaux, et ou pas forcément les envahissant à nouveau, mais poussant Hitler, on l'a bien vu au traité de Munich, se tourner contre l'Est, et par les militaristes japonais. Or, le pacte germano-soviétique a brisé le pacte anticomintern, hein, effectivement, dans une certaine mesure. Et bon, pour finir, quand même, bon, le but de Staline et des dirigeants soviétiques dans cette affaire n'était pas de dépecer l'Union soviétique, fût-ce provisoirement, en cédant par exemple l'Ukraine, puisque bon, Staline n'a jamais fait cette folie de dire en 1939 ou 1940 que pour, voilà, on va donner l'indépendance à l'Ukraine. Il y avait des indépendantistes ukrainiens déjà à l'époque réactionnaires qui réclamaient l'indépendance et que bien entendu couvaient les nazis. Et Trotsky, voilà que d'un seul coup, il se prononce pour l'indépendance de l'Ukraine. Bon, donc on voit bien que ce n'est pas symétrique, le pacte germano-soviétique, qui vise quand même, C'est je veux très dire au juste. départ, au moins à ne pas dépecer l'Union soviétique, même quelque part à l'agrandir. Hein. Ne lâchons pas les choses avec les pays baltes, avec l'entrée de l'armée rouge en Pologne et ainsi de suite, alors que de l'autre côté, on a un truc qui mène en réalité préventivement dans l'esprit, croit-il, de Brest-Litovsk, mais c'est un comparatif totalement faux, là aussi, à donner des gages aux nazis, à obtenir un apaisement tout provisoire, bref, à une politique munichoise, appelons-la comme ça, à une politique munichoise. Donc, cela étant, effectivement, je crois qu'on voit bien dans cette affaire que, il y a ici des gens qui essayent de construire un État, de construire le socialisme, tant bien que mal, et sans doute avec pas mal d'erreurs, mais qui n'en ferait pas quand c'est la première fois dans l'histoire, et quelqu'un qui, de notre côté, a été chassé du pouvoir, essaie d'y revenir à n'importe quel moyen, et s'estime comme le sauveur d'une situation désespérée, en faisant des concessions complètement absurdes, au point de semer la zizanie chez les trotskistes soviétiques, de les mettre dans une situation impossible, non seulement sur le plan policier, mais sur le plan politique, sur le plan proprement politique, les mettre à deux pas de l'implosion. Hein. D'où le vol de Piatakov, effectivement, pour tenter d'arranger les bidons entre l'aile soviétique et le centre en Norvège, donc Trotsky lui-même. Et donc, l'échec
l'échec de ce vol de Piatakov, puisque de toute façon, Trotsky persiste ses signes. Et qu'ensuite, Et d'ailleurs demande à ce que Piatakov et Radek soient plus ou moins relevés de leurs fonctions, puisqu'il dit en gros, j'ai pas confiance en vous. Donc, voilà, c'est ça, c'est parce que ça. justement, le fait même que vous veniez me demander des comptes, enfin, en discuter avec moi, prouve que vous approuvez pas cette décision que j'ai prise unilatéralement. Oui, oui, bien entendu. Et donc, effectivement, ici, quand on nous donne des leçons de démocratie du côté de certaines parties de l'extrême gauche, et qu'on voit comment c'était dirigé d'une poigne de fer, et comment les plus proches eux-mêmes étaient mis devant des faits accomplis, bon, pardon, mais ça donne pas envie. Ouais, Voilà. Alors et après, évidemment, il y a le fond des choses, qui est la question de l'idéologie trotskiste. Bon, effectivement, je dirais, moi, que... Alors, première chose, il ne s'agit pas de tomber pour autant, y compris dans la situation française actuelle ou dans toute autre situation, dans une espèce d'anti-trotskisme primitif. Moi-même, en tant que militant communiste, il m'est arrivé avec mes camarades, tout récemment encore, de faire des motions de soutien lorsque tel militant du NPA ou lorsque le Parti ouvrier indépendant, par exemple, était tracassé par monsieur l'Allemand à Paris pour ne pas faire sa manifestation dans le trajet voulu, de les défendre. oui. De toute façon, je tiens, Voilà. parce qu'il y a des fois des gens qui ne comprennent pas forcément bien ce qu'on raconte. Il est clair que la plupart des militants trotskistes n'ont aucune idée de ce qu'est le vol de Piatakov et de ce que cela implique. Donc, à aucun moment, ils sont subjectivement tentés par cette alliance avec les fascistes. Ils ne sont pas au courant de ces questions-là, ou ils ne veulent pas les Bien voir. entendu, Mais bien sûr. voilà, ça, il Bien faut sûr, préciser ça. Hein. bien sûr. Et de toute façon, il y a le fait que tout simplement, il y a une barricade, il y a deux côtés, etc. Et que s'il y a des militants de la lutte de classe qui sont menacés par une police de plus en plus réactionnaire et bon, la fascisation dans un pays donné, il faut les défendre. On en attendrait d'ailleurs un peu aussi le retour d'ascenseur, quelquefois, parce que je suis stupéfait de voir que du côté trotskiste, en France, il n'y a pas eu beaucoup de protestations. Quand vous entendez le chat, là, Oui, les protestations, mais ça ne vient pas du voilà, coup que tu évoques. Oui. voilà. Lorsque notamment il y a eu la résolution du Parlement européen, le 16 septembre 2019, qui met les communistes d'Europe au même niveau que les fascistes, sous le titre de totalitarisme, qui met l'Union soviétique sur le même plan que l'Allemagne nazie, et qui, même pas à demi-mot, vise à interdire les symboles du communisme totalitaire dans toute l'Europe, c'est-à-dire la faucille et le marteau. Bon, il devrait y avoir ici une protestation Les symboles dits qualifiés de totalitaire, oui, c'est ça. Oui. Ben oui, mais il devrait y avoir une protestation unanime des démocrates en la matière. Parce que, bon, tout de même, ici, c'est vraiment une atteinte directe aux libertés démocratiques, non seulement des communistes, mais de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont combattu à leur côté pendant la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'au général de Gaulle, soit dit en passant, qui, en 1944, allant à Moscou en voyage d'État, a déclaré, je cite, devant Staline, « Les Français savent que la Russie soviétique a joué le rôle principal dans leur libération ». Fin de citation. Voilà. Bon, donc, si on laisse passer ça, si on met sur le même plan Staline et Hitler et les communistes et les nazis, c'est gravissime pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se réclament du communisme, y compris pour ceux qui ne se réclament pas de la tradition communiste, entre guillemets, pro-soviétique, mais c'est aussi gravissime encore plus grièvement pour tous ceux qui veulent combattre les nazis et les fascistes, puisque, évidemment, quand on dit communiste, voilà, les communistes en 1945, ils sont là, les fascistes, ils sont dans le trou. Si on dit communiste égale nazi, on fait ça. C'est-à-dire qu'on abaisse les communistes, mais on remonte les nazis. Et après, on vient s'étonner que Zemmour monte en France. Après, on vient s'étonner que Orban, que Kaczynski en Pologne, que, etc., etc. C'est de la pure hypocrisie, ou alors c'est de la sottise au carré. C'est du suicide idéologique pour les gens de la fausse gauche, qui ne voient pas que si faussement à gauche qu'ils soient, un jour ou l'autre, les fachos ne feront pas le tri. Voilà, et qu'ils y passeront aussi. Tout à fait, oui, exactement. Non, ce que je disais subjectivement, donc j'entends bien qu'un militant trotskiste de base, et sans doute même dans les directions, n'a aucune idée, n'est pas prêt à admettre cela, mais c'est-à-dire le vol de Piatakov et la collaboration, fut-elle tactique, enfin, elle était tactique entre Trotsky et les nazis, mais effectivement, à partir du moment où ce serait acté d'un point de vue strictement logique, épistémique, bon, il est évident qu'on ne pourrait plus se réclamer de Trotsky pour continuer à faire une scission. Donc c'est pour ça que moi, politiquement, j'anticipe le coup d'après.
Et évidemment, je me dis, bon, bah, au bout d'un moment, il va y avoir un certain nombre de trotskistes qui vont se rendre compte qu'il y a anguille sous roche par rapport à l'attitude historique de Trotsky. Et le culte de la personnalité de Trotsky, qui est bien réel, celui-ci va disparaître. Je ne sais pas dans combien de temps, mais fatalement, à terme, ça, je ne peux pas dire quand exactement, parce que ça dépend vraiment de la stratégie de l'édredon qui va être mise en place contre ce livre et contre l'ensemble des thèses qu'il soulève. Mais fatalement, ça va arriver. Donc, il faut s'y préparer d'une certaine manière. Je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que c'est la fin de la grande scission au sein du mouvement ouvrier. Mais ça ne veut pas dire que tous les trotskistes, il y en a beaucoup qui sont déjà sur des bases très anarchisantes. Et je pense qu'ils n'auront de toute façon rien à voir avec nous. Et ce n'est pas pour ça qu'ils vont rejoindre les communistes au sens large du terme, toute la mouvance communiste dans son ensemble. Mais voilà, je pense que ça va avoir des incidences pour la gauche. C'est bien pour ça aussi que ce livre est si important. Oui, moi je pense que... Alors, bon, il faut effectivement distinguer deux choses. Il y a ceux qui sont, disons, dans cette mouvance par ignorance historique, et elle est totalement excusable, puisque toutes ces questions-là, bon, elles ont déjà été abordées de différentes façons, mais peut-être pas d'une manière aussi, comment dirais-je, ramassée, quoi, en quelque sorte. Oui, et puis surtout avec des éléments corroborants. Parce qu'il Oui. y a eu des bouquins pour dire, bon, bah, regardez, ça a été dans les procès de Moscou, ça sort des procès de Moscou, donc c'est vrai. Mais ça, d'une certaine manière, ce n'est pas ce qu'il fallait démontrer. Ce qu'il fallait démontrer, c'est que des éléments corroborants sortis des archives Trotsky, des documents trotskistes, des lapsus de Trotsky, des contradictions de Trotsky, démontrent la véracité de ces procès qui sont difficilement contradictoires entre eux, où on peut trouver très, très peu de contradictions internes, et c'est quand même des pavés. Hein. Vous avez, le premier, c'est 200-300 pages, le deuxième, c'est 600, le troisième, c'est 800. Voilà. Oui. Pardon, excuse-moi. Alors bon, moi je n'ai pas lu les minutes ni du premier procès ni du troisième. Je dis simplement que bon, il y a effectivement pas mal de gens, et moi le premier d'ailleurs, qui n'étions pas au courant de tout ça. Mais cela étant, bon, les gens qui sont effectivement rationnels et qui donc sont sensibles avant tout aux arguments rationnels vont en tirer les conclusions qui s'imposent. Maintenant, bon, je nuancerai un peu là sur la réunification dont tu parles entre les courants, parce que les idéologies ne fonctionnent pas à la vérité, sauf dans des cas exceptionnels, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, ce ne sont pas les mêmes bases de classe, quoi. Quelque part, bon, le mouvement trotskiste, globalement, c'est quand même largement fondu avec des courants gauchistes, avec des courants, comment dire, bon, petits bourgeois qui étaient issus de différentes traditions. En France, c'est encore plus compliqué puisqu'il y a des branches historiques qui se détestent entre elles. Qu'il y a peut-être aussi matière à collaborer d'une façon, je dirais, tactique au moins, peut-être plus, pourquoi pas, sur certains points, par exemple sur la sortie de l'Union européenne et sur la lutte contre le capitalisme, avec ceux qui ont compris que la question de la nation n'était pas totalement secondaire, mais ils sont déjà en rupture avec le trotskisme, même s'ils ne s'en rendent pas compte, s'ils ne veulent pas l'admettre. Et puis par contre, eh ben, il y a ceux pour qui le trotskisme est toujours cette espèce d'internationalisme abstrait qui renvoie aux erreurs fondamentales, alors qui vole de Piatakov ou pas, qui renvoie à la racine historique du trotskisme qui date d'avant le XXe siècle, quoi. C'est-à-dire bon, la conception fausse de la révolution permanente, concept de Marx, d'Engels, mais avec cette conception fausse que, bon, globalement, eh bien, s'il n'y a pas de révolution internationale ou mondiale, il ne peut pas y avoir véritablement de construction du socialisme. Si on est là-dedans, du coup, on va faire comme Trotsky qui, pendant la Première Guerre mondiale, sur des bases évidemment révolutionnaires, entre guillemets, par rapport à Kautsky, le chef idéologique de la Deuxième Internationale, prônait ce qu'on appelait les États-Unis socialistes d'Europe. Voilà, alors du coup, cette idéologie-là, elle ne va pas disparaître, hélas, à cause de l'illustration du vol de Piatakov, pour la simple raison que cet internationalisme abstrait qui n'accure des nations, qui considère que dès qu'on parle de nations, de frontières, de drapeaux, etc., de choses comme ça, on est dans la collaboration de classe, on est dans l'union sacrée avec la bourgeoisie, etc., comme si la bourgeoisie ne détruisait pas les nations, comme si c'était les nations et non pas l'impérialisme qui fait la guerre. L'impérialisme se sert des nations quand il a besoin des nations, et quand il n'a pas besoin des nations, il les écrabouille.
C'est tout. Les nations ne sont pas, ne dirigent pas l'impérialisme. C'est l'impérialisme qui est sujet et qui se sert en quelque sorte ou pas des nations. Et donc voilà. Et effectivement, tous ceux qui abondent en France, par exemple, dans le thème éculé des États-Unis d'Europe et des États-Unis socialistes d'Europe, on met socialistes, mais on voit bien que finalement, ce n'est qu'une façon d'habiller la construction européenne, de promettre l'Europe sociale. Hein, c'est pas compliqué, les réformistes, ils ne s'embêtent pas avec tout ce baratin, ils vont directement au fait, ils disent l'Europe sociale. Et pendant qu'on promet une Europe sociale aussi introuvable que l'Arlésienne dans l'opéra de Bizet, eh bien, pendant ce temps, on démolit les conquêtes sociales, on démolit les souverainetés populaires, on démolit tout ce qui provient de la Révolution française, des lois de 1905, de 36 et de 45, et de 68, par-dessus le marché. On détruit un pays pour construire un empire, et je ne vois pas en quoi c'est moins nationaliste quand c'est supranationaliste que quand c'est dans les frontières d'un pays donné. Au contraire, c'est encore pire. Donc ça ne détruit. Ceux qui sont là-dedans, et qui ricanent dès qu'il est question d'associer le drapeau tricolore au drapeau rouge, comme l'ont fait, c'est pas moi qui l'invente, hein, comme l'ont fait les communistes français en 1936 lors du Front populaire, comme ils l'ont fait dans les maquis pendant la résistance, comme ils l'ont fait en 1945 quand il s'agissait de construire toutes les avancées sociales dont on vit, dont on profite encore aujourd'hui, hein, malgré les attaques des Maastrichtiens. Voilà, tous ces gens-là sont tout de suite ridiculisés, ringardisés, etc. Ça ne changera malheureusement pas, parce que dans ce cas-là, le trotskisme n'est qu'un habillage de gauche de la social-démocratie, et même pire, de la social-eurocratie, quelque part. Voilà, donc on ne va pas... mais au moins, les gens de bonne foi, les gens qui veulent réellement, premièrement, la révolution, et deuxièmement aussi, le bien, pourquoi pas, de leur pays. Ce n'est pas parce qu'on aime son pays qu'on déteste les autres, bien au contraire. Quelquefois même, je dirais, pour reprendre une analyse sartrienne, que la haine de soi est la base de la haine d'autrui, que l'autophobie nationale de la grande bourgeoisie française par rapport à la France, toujours ringarde, toujours franchouillarde, toujours franco-française, toujours hexagonale, etc., n'est que le pendant de la xénophobie zémourienne et compagnie. Ça marche ensemble. Ouais, c'est la même chose, c'est les deux faces de la même pièce. Cela dit, le bouquin est très important de ce point de vue-là. Bien entendu, il ne faut pas le lire tout seul, il faut aussi avoir en tête, comment dirais-je, tout l'arrière-plan, par exemple, qu'a démontré qu'on a démontré les recherches de notre camarade Annie Lacroix-Rize, hein, sur, en gros, les courants de classe fondamentaux qui ont travaillé la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la construction européenne, la collaboration des élites françaises avec le Troisième Reich, et ainsi de suite. Il faut avoir tout ça en tête, sinon, peut-être, quand il manque cet arrière-plan, on a l'impression que les démonstrations du livre sont un peu, comment dire, hors sol. Mais elles ne sont pas hors sol. Elles sont pas hors sol si on comprend quelles étaient les principales forces de classe nationales et internationales de l'époque. Et pour ça, il faut lire, comment ça s'appelle, le choix de la défaite, par exemple. Le choix de la défaite, oui. De Munich à Vichy. Voilà, les livres d'Annie Lacroix. Industriels et banquiers sous l'occupation. Voilà, le carcan européen, aux origines du carcan européen, des choses comme ça, il me semble. Enfin, le bouquin est néanmoins extrêmement, le bouquin des Italiens. Je signale une fois de plus que les éditions d'Elga sont totalement indépendantes par rapport au PRCF. Ah oui. Et vice-versa d'ailleurs, que ce n'est pas le PRCF qui a commandé ce livre, oui. Que c'est un livre qui a été d'abord écrit en Italie et par des Italiens, enfin bref, que c'est pas... Oui, c'est ça, parce qu'il peut forcément y avoir des liens. Moi, normalement, en tant qu'éditeur, je ne devrais pas m'engager. Moi, j'estime qu'en tant que communiste, on a besoin de militer. Donc, voilà. Mais en même temps, ça n'engage pas l'ensemble des éditions. Et voilà. Mais surtout, avant de commencer à polémiquer par rapport à soit moi, alors maintenant, ça va être à toi, ça va être sur le PRCF, etc. C'est d'abord un livre italien qui a été écrit, alors qu'ils ne connaissaient pas notre existence. Bien entendu. Commencer à répondre sur le fond. On peut parfaitement détester le PRCF et trouver que le vol de Piatakov est probant. Voilà, on ne peut même pas être marxiste, je crois que c'est ça. Bien entendu, oui. C'est bien pour ça que... C'est très factuel, c'est une enquête, disons, de haut vol, c'est le cas de le dire. Ouais.
Ouais, bah, écoute, je crois que ce sera le mot de la fin. Et je te remercie vraiment pour ta lecture vraiment philosophique de haute tenue, quoi, de haut niveau. Et j'espère qu'on aura toujours ce niveau quand on va en discuter, malgré les polémiques qui vont certainement avoir lieu. Mais je te remercie parce qu'en tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté. Je t'ai dit simplement ce que je pensais après avoir lu le livre. Parfait. Merci à toi aussi de cet entretien chaleureux. Voilà. Et puis, je veux dire, en plus, j'annonce à nos auditeurs qu'en plus donc, de terminer la lecture du cinquième livre de Lumière commune, nous ferons d'autres séances, sur des livres qui nous plaisent, hein, ou sur d'autres sujets. Voilà. À bientôt. Merci à vous qui nous écoutez. Merci.